Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Morgane Bess, chargée de mission bâtiment durable chez Ecopolis. Et à mes côtés, il y a aujourd'hui... Oui, Marin Pugnat, chargé de mission transition écologique à l'Agence parisienne du climat. Tu peux passer à la suivante. Donc, Ecopolis. Ecopolis, c'est une association qui est un centre de ressources sur le territoire francilien. Et notre mission, c'est de donner l'envie et les moyens aux professionnels du bâtiment et de l'aménagement pour concevoir des projets plus sobres, soutenables et puis adaptés au changement climatique. Et donc, pour ce faire, on a 4 actions. Animer et informer, donc ça va être au travers de tout ce que vous pouvez trouver sur notre site internet, donc à la fois des ressources que nous produisons en interne, mais aussi des ressources faites par des partenaires que nous relayons. Mais c'est aussi tous les événements qu'on organise donc, et auxquels on participe, donc notamment celui qui nous rassemble aujourd'hui. Mais on organise aussi beaucoup de visites de bâtiments en chantier, en exploitation, des webinaires, des événements en présentiel. On a aussi une action de formation, puisqu'on est organisme Calliope depuis quelques années, donc vous allez avoir des formations sur toutes les thématiques de l'environnement. Et puis enfin, une mission d'accompagnement au travers des démarches bâtiments et quartiers durables franciliens, dont je vous en dis pas plus pour le moment, parce que je vais revenir sur ce sujet dans la deuxième partie de notre intervention. Et donc, aujourd'hui, on est rassemblés pour parler d'adaptation du bâti existant au changement climatique. Cette intervention qu'on va faire avec Marin, elle s'inscrit dans un cycle d'événements qu'on a organisé au printemps, puisqu'Ecopolis en fait depuis plus d'une dizaine d'années, chaque année, un événement sur la réhabilitation. Donc le thème de l'année dernière, c'était l'adaptation du bâti existant au changement climatique. Et donc, on a notamment organisé 3 petits déjeuners techniques. Donc, les petits déjeuners techniques, c'est des formats en LinkedIn Live. Et donc, ces trois matinées nous ont permis d'aborder les 3 risques les plus qu'on trouve de façon plus fréquente en Île-de-France, donc le risque inondation, retrait gonflement des argiles et chaleur. Et donc Marin Pugnat est intervenu en introduction de chacun de ces petits déjeuners techniques pour poser le contexte et les enjeux. Et donc il est présent aujourd'hui pour vous faire une synthèse en 20 minutes de ce qu'il a raconté dans ces 3 événements. À toi Marin. Merci Morgane. Je travaille à l'Agence parisienne du climat, notamment, alors vous la connaissez peut-être pour la rénovation énergétique, on est l'espace France Rénov pour Paris, mais on travaille aussi beaucoup maintenant sur l'adaptation au changement climatique, notamment avec le projet Adaptaville, qui vise à recenser des solutions d'adaptation réplicables sur la ville dense, qu'elles soient bâtimentaires ou dans l'espace public. On pourrait en revenir un petit peu à la fin, mais au-delà de la plateforme Adaptaville que vous pourrez trouver en ligne, on organise aussi des visites, des ateliers, des webinaires et des rencontres annuelles. Et on a d'ailleurs les prochaines qui vont se tenir le 14 octobre, donc très prochainement au pavillon de l'Arsenal à Paris, avec à la fois des tables rondes, dont une consacrée aux solutions passives de rafraîchissement dans les bâtiments en public. Et on a aussi un partenariat avec Météo France, avec qui on avait publié cette brochure sur le changement climatique et l'adaptation sur le périmètre de la métropole du Grand Paris. Tout sont certains chiffres que je vous donnerai. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site, soit de l'Agence parisienne du climat, soit d'Adaptaville, pour retrouver ces ressources. Donc en un mot, l'idée là, c'était de vous présenter un petit peu les gros enjeux auxquels seront confrontés les bâtiments et les principaux leviers pour s'y adapter. Donc si on prend un petit peu, mais sûrement des choses que vous connaissez déjà, mais un aperçu. Donc évidemment, c'est des choses qu'on observe déjà et qui vont se poursuivre pour le siècle à venir, avec une augmentation générale des températures. À Paris, on a gagné plus de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. On s'attend à un gain déjà d'1 degré supplémentaire potentiellement à l'horizon 2050. Et ça pourrait aller encore jusqu'à 2 degrés supplémentaires à la fin du siècle. Ça veut aussi dire des vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes. Les vagues de froid qui, au contraire, vont diminuer, même si on aura toujours la question de l'isolation des bâtiments l'hiver qui restera importante. Les sécheresses, on commence à avoir quelques signes, mais c'est vraiment quelque chose qui devrait arriver, notamment en deuxième partie du siècle, et devenir vraiment un très gros enjeu sur l'Île-de-France. Même si pour l'instant on est plutôt épargné par rapport à d'autres régions du sud de la France notamment. Et puis pour les précipitations extrêmes, j'y reviendrai, mais là aussi des précipitations extrêmes plus fréquentes et plus intenses. Donc 3 aléas surtout sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. La première chose, c'est ce qui nous vient en premier quand on parle du changement climatique, ça va être les vagues de chaleur. Je ne vais pas vous barber de chiffres, mais peut-être juste un graphique qui permet d'assez bien montrer l'évolution à laquelle on s'attend.
Ici, vous avez la fréquence de survenue des vagues de chaleur, c'est-à-dire pour chaque jour dans l'année, la probabilité pour laquelle on sera en vague de chaleur. En bleu, c'est la période de référence qui est centrée sur la fin du XXe siècle. En rouge, la période pour la fin du XXIe siècle. Et alors, ce qu'on voit, c'est que déjà en rouge, au milieu de l'été, là où les vagues de chaleur sont finalement encore relativement rares et peu fréquentes, ça pourrait devenir la norme. Si on regarde surtout l'écart, la plage dans laquelle elles vont se produire, aujourd'hui, elles sont vraiment concentrées en juillet et août. Ce qu'on va voir arriver de plus en plus, ça va être des vagues de chaleur qui vont arriver dès le mois de septembre, jusqu'au mois de septembre, pardon, voire jusqu'au mois d'octobre, début octobre, et dès le mois de mai. Si on parle des écoles, par exemple, ça change tout. Les enfants ne seront plus en vacances d'été quand il y aura des vagues de chaleur dans les bâtiments. Et au centre de l'Île-de-France, on est particulièrement sensible aux vagues de chaleur pour un phénomène qui est l'îlot de chaleur urbain, dont vous avez peut-être déjà entendu parler pour certains d'entre vous. L'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène microclimatique qui est propre en ville et qui va se manifester par une différence de température entre la ville et la campagne. Y compris au sein d'une région en Île-de-France, on est dans la même zone climatique. À Paris, on va avoir en moyenne de l'ordre de 2,5 degrés de plus qu'à Melun. Et l'ICU, c'est quelque chose qui est extrêmement variable dans le temps. Il est surtout nocturne. On voit assez peu de différence pendant la journée. Mais en fait, pendant la journée, les bâtiments, les matériaux vont emmagasiner beaucoup de chaleur. En plus, la forme urbaine fait qu'il y a assez peu de vent pour rafraîchir la ville. Et on n'a aussi pas la végétation qui est un rafraîchisseur naturel. Cette chaleur, du coup, va s'accumuler pendant la journée. Dès que le soleil se couche, ces matériaux vont diffuser la chaleur dans la ville, qui va avoir du mal à se rafraîchir. Et on observe à ce moment-là des gros écarts de température. Et pendant certaines nuits caniculaires, on a déjà observé plus de 10 degrés de différence entre Paris et Melun. Donc évidemment, quand on parle notamment des zones résidentielles où on a besoin de la nuit pour se rafraîchir, on comprend bien pourquoi ces zones urbaines sont particulièrement sensibles. Mais si on parle, que ce soit sur les projections ou liées au chaleur urbain, on parle de température de l'air, quand on réfléchit soit à l'échelle du bâtiment ou de l'espace public, important de considérer aussi la notion de confort thermique, qui en fait décrit la sensation physiologique de la chaleur. Ça va dépendre pas seulement de la température de l'air, aussi de la température des surfaces autour, du rayonnement du soleil autour de vous, de la vitesse du vent, du taux d'humidité, aussi de l'effort physique que vous faites et des vêtements que vous portez. Et du coup, il y aura certaines solutions de rafraîchissement qui vont davantage agir sur cette perception de la chaleur sans forcément refroidir l'air quand un thermomètre pourrait vous le montrer. C'est très important ça parce que le stress thermique, c'est la situation où votre corps doit produire un effort pour réguler sa température. C'est vraiment ça qui va être lié aux conséquences naturelles des vagues de chaleur. C'est ça que lorsque votre corps n'arrive plus à se réguler, vous allez avoir ce qu'on appelle un coup de chaud, qui peut entraîner parfois des arrêts de fonctionnement d'organes, qui va notamment toucher les sportifs ou les nourrissons. Et lorsque vous êtes en situation de stress qui va être prolongée, où le corps doit fournir un effort pendant plusieurs jours, il va finir par s'épuiser. Si vous n'alimentez pas assez, on peut tomber en déshydratation, ce qui va notamment toucher les personnes âgées. Bien rappeler que quand on parle de confort thermique, c'est bien un enjeu sanitaire. Pour la canicule de 2003 en Île-de-France, on a compté près de 5000 décès en excès, simplement pendant les périodes de canicule. Donc comment adapter les bâtiments face à ça ? Alors, un levier important, ça va être d'apporter de l'inertie. Là, on va surtout pouvoir y jouer sur la construction. L'inertie, ça a la faculté d'emmagasiner des calories, d'être au contact d'un corps chaud sans se réchauffer. Concrètement, ça fait que votre bâtiment, même si vous allez avoir des apports de chaleur, il va se réchauffer moins vite. Ça va différer les pics de chaleur et ça vous permet plutôt qu'il y ait un pic de chaleur qui arrive à 14h, 15h, il arrive plutôt pendant la nuit, là vous pourrez ouvrir les fenêtres et vous rafraîchir. C'est quelque chose qui permet assez efficacement en été d'éviter des pics de surchauffe dans le bâtiment. Mais très important aussi, et ça c'est quelque chose où on a une différence par rapport à l'hiver notamment, la question de la ventilation est cruciale parce qu'il va falloir évacuer cette chaleur. Notamment en plus si vous avez une bonne inertie, si votre bâtiment est bien protégé, ça va être central de pouvoir profiter de toutes les périodes plus fraîches pour évacuer. Alors ça peut être quelque chose de manuel, tout simplement, on ouvre les fenêtres chez soi. Dans un bureau, ça peut être mettre en place un planning ou dans une école d'ouverture des fenêtres la nuit, mettre en place des dispositifs qui permettent peut-être de sécuriser le bâtiment tout en laissant une ouverture. On peut aussi avoir, si on est dans le neuf, des tours à vent par exemple, des équipements qui vont permettre naturellement de rafraîchir l'air. Ça peut aussi être des systèmes automatisés, où vous avez un algorithme, un programme qui va, à des heures définies, ouvrir les fenêtres, les ouvrants.
Évidemment aussi, un des gros leviers, ça va être éviter que l'immeuble ne se réchauffe, limiter les apports de chaleur. Et les premiers apports de chaleur l'été, ça va être les apports solaires. Donc pour cela, il faut choisir des occultations. Deux choses importantes. La première, c'est que ces occultations doivent être extérieures. Si vous avez des rideaux de l'autre côté de vos fenêtres, en fait, la chaleur va quand même rentrer dans le logement et ensuite se diffuser. Donc il faut l'intercepter avant les fenêtres, avant qu'elle ne rentre dans le bâtiment. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit adapté aux usages. Si jamais vous avez des occultations qui font qu'on vit dans la pénombre pendant l'été, en fait, vous n'allez pas avoir envie de les fermer pendant qu'il y aura du soleil et donc ne pas profiter de l'intérêt. Si vous êtes face à dessus, par exemple, vous mettez des casquettes qui vont permettre à une partie de la lumière de rentrer, mais en bloquant les rayons de soleil. Sinon, on peut avoir des persiennes ou des stores qui laissent passer une partie de la lumière. Mais bien anticiper la question des usages aussi. Évidemment, la question de l'isolation, importante en été comme en hiver. Et là, notamment, en été, c'est plus intéressant d'isoler par l'extérieur, notamment parce que ça permet de bien profiter de l'inertie de ces matériaux. Si jamais votre matériau est en plus bien protégé de l'extérieur, votre mur, il va pouvoir rester frais et réguler la température ailleurs du logement. Votre mur va rester relativement frais par rapport à l'air intérieur et qui va permettre de le rafraîchir. Si jamais votre mur, par contre, est isolé de la température de l'intérieur de l'habitation ou de l'immeuble, eh bien, il ne va pas pouvoir réguler la température. Donc, de préférence, mettre l'isolant côté extérieur. On peut aussi, pour protéger, végétaliser les murs et les toitures. C'est intéressant, surtout si le mur est relativement peu isolé. On a moins d'effets lorsque le mur est bien isolé, mais ça peut permettre quand même d'avoir un gain supplémentaire, tout en favorisant la biodiversité. Et l'environnement aussi, ne pas l'oublier. Si on parle des cours d'immeubles, des cours d'école, des abords d'une entreprise, si on végétalise massivement, on l'a vu d'ailleurs avec le chaleur urbain précédemment, l'environnement du bâtiment a une grande importance. Si jamais il est très végétal, on peut gagner quelques degrés pendant la nuit. Et aussi en termes de pratique à l'intérieur du bâtiment, limiter les apports de chaleur interne, moins utiliser son four si on est dans un logement, les ordinateurs si on est une entreprise, peut-être mettre la salle de l'imprimante à l'écart des bureaux, essayer le maximum d'empêcher ces grosses sources de chaleur à l'intérieur du bâtiment qui pourraient la faire surchauffer. Et puis quand je parlais de confort thermique tout à l'heure, vous avez les brasseurs d'air, les ventilateurs qui vous permettent d'avoir un vrai effet rafraîchissant. Ça peut être de l'ordre de 3 ou 4 degrés de confort thermique. Même si ça ne va pas rafraîchir directement l'air. Et ça permet de consommation d'énergie assez faible, d'éviter d'avoir recours à la climatisation par exemple. Et si on met tout ça en œuvre, on sait qu'aujourd'hui dans le climat actuel, on peut se passer de climatisation. Peut-être que ce sera plus possible dans la deuxième partie du siècle. Dans ce cas, on peut se tourner vers des solutions plus vertueuses comme le rafraîchissement adiabatique. Sachant que la climatisation réchauffe l'air, consomme de l'énergie et peut produire des fuites de fluides fibrigènes qui empirent le changement climatique. Donc c'est plutôt une solution vraiment utilisée en tout dernier recours. Voilà pour la chaleur. Deuxième aléa très important en Ile-de-France, ça va être les fortes pluies et les inondations. Petit graphique, pas besoin de lire tous les chiffres, mais pour montrer que on n'a pas forcément de tendance claire sur l'évolution du cumul de précipitations à l'année. Les évolutions à venir sont un peu plus marquées. On devrait avoir une augmentation du cumul en hiver et une légère baisse en été. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on commence à déceler et ce qu'on prévoit pour l'avenir, c'est aussi les pluies intenses. Globalement, il devrait pleuvoir un petit peu moins de jours dans l'année. Par contre, les pluies seront plus intenses. Et ça va entraîner des conséquences dont j'en parlerai juste après. On distingue 3 types d'inondations en Ile-de-France, sachant qu'on n'a pas les submersions marines, qui sont le 4e. Après, ça va être la première et celle par ruissellement. Ce qui arrive sous-estimé en Ile-de-France, quand on parle d'inondation, on pense souvent aux crues de la Seine, par exemple. Mais l'essentiel des catastrophes naturelles, des arrêtés de catastrophes naturelles en Ile-de-France sont dus au ruissellement. C'est des événements qui vont être très brefs, très localisés et du coup difficiles à anticiper. Même Météo-France ne sait pas vous dire exactement où il va pleuvoir. Il peut y avoir une inondation dans une ville et pas dans la ville voisine. Elles vont être liées à ces pluies qui vont être très intenses ou à des orages violents. Et elles sont opérées par l'imperméabilité des sols. En fait, pour avoir une inondation par ruissellement, il faut qu'il y ait tellement d'eau qui tombe qu'elle ne peut pas s'infiltrer dans les sols et le sol va donc ruisseler sur les surfaces. Forcément en ville, lorsque l'essentiel des surfaces est imperméabilisé, notamment pour l'usage de la voiture ou par les bâtiments, vous allez être particulièrement sensible aux inondations par ruissellement. C'est pour ça que vous voyez sur ce graphique qui vous montre le nombre d'arrêtés catastrophes naturelles par commune. C'est surtout concentré au centre de l'Île-de-France, notamment à Paris, là où c'est le plus urbanisé. Alors les conséquences, dans tout l'ancien département de la Seine, on a un seul réseau unique pour gérer à la fois les eaux de pluie et les eaux usées.
Ce qui fait que lorsqu'il pleut beaucoup, les égouts, les réseaux d'assainissement vont déborder et être rejetés dans la Seine. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques, il y a des jours où on n'a pas pu se baigner dans la Seine parce qu'il y avait des pluies précédemment qui ont fait déborder ces réseaux d'assainissement et entraîner des rejets dans la Seine. On a aussi des montées des eaux soudaines qui peuvent surprendre les habitants parce qu'elles sont justement difficiles à prévoir. Les véhicules et les polluants peuvent être charriés par les eaux. Et en ce qui concerne les bâtiments, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut aussi avoir, comme toute inondation, une infiltration de l'eau par les sous-sols et les rez-de-chaussée. Alors, les pistes pour adapter le bâtiment, alors là, c'est pas tellement ici protéger le bâtiment, ça on y reviendra un petit peu plus pour parler des crues. Mais en fait, les bâtiments ont un rôle très important à jouer si on les replace dans une stratégie de gestion des eaux pluviales différente à l'échelle d'une ville. En fait, l'idée, c'est de sortir de la gestion du tout tuyau qu'on a aujourd'hui, où toutes les eaux qui tombent sur la ville sont gérées par les réseaux, qu'ils soient d'assainissement ou qu'ils soient spécifiquement pour les eaux pluviales. L'idée, c'est au contraire que l'eau de pluie puisse être gérée, soit s'infiltrer, soit être absorbée par les végétaux, soit s'évaporer, le plus proche de là où elle tombe. Et donc, dans ça, les bâtiments, ils ont un rôle à jouer pour gérer ce qu'on appelle la gestion des eaux pluviales à la parcelle, faire en sorte qu'il y ait moins d'eau qui soit rejetée hors de la parcelle du bâtiment. Donc ça passe notamment par la végétalisation des toitures. On peut aussi désimperméabiliser les cours. De préférence, les infiltrer si on peut en dessous, mais à minima, même si on est sur une dalle ou en toiture, créer une zone tampon qui va permettre de gérer les eaux de pluie courantes et en cas de forte pluie, au moins pour éviter que les premiers millimètres d'eau soient rejetés hors de la parcelle. On peut aussi avoir des cuves qui vont permettre de récupérer une partie de l'eau pluviale. Voilà pour le ruissellement, qui est quand même un des principaux risques naturels, notamment sur la métropole du Grand Paris. Évidemment, un autre risque très important lié aux inondations, ça va être les crues. Où là, ça va dépendre du fleuve que vous avez. Si vous avez un gros fleuve comme la Seine, ce sera des crues qui seront lentes, qu'on pourra anticiper, mais qui vont aussi durer plus longtemps avec un temps de décrue qui sera plus long. En 1910, on a eu 2 mois entre le pic de la Seine et la fin de la décrue. Ou des crues rapides là, pour les plus petits affluents, qui peuvent être plus surprenants, qui surviennent plus rapidement. Mais les conséquences, notamment de long terme, sont moindres parce que aussi la crue sera moins longue. Et elle peut s'accompagner du troisième type de crue, qui est la remontée de nappe. Lorsque vous avez, comme c'est le cas à Paris, des nappes qui sont liées au fleuve, en fait, quand l'eau monte, elle va faire pression sur l'eau dans les nappes qui, elle aussi, va remonter dans les caves. Ce qui fait que si on se regarde pour les bâtiments, on peut à la fois avoir une infiltration par la rez-de-chaussée parce que le fleuve a débordé, mais aussi une infiltration par les caves, par le dessous, et ce même si vous n'êtes pas en zone inondable. Parce que la nappe a une surface qui dépasse la zone inondable. Donc intéressant de regarder, si vous regardez la vulnérabilité de votre bâtiment, bien penser aussi aux remontées de nappe et pas seulement aux inondations, aux crues. Et aussi on peut avoir des effets indirects. Les inondations peuvent provoquer des ruptures d'approvisionnement énergétique, ce qui peut évidemment avoir des conséquences sur le bâtiment, et notamment pour les bâtiments professionnels qui ont besoin de réfrigérateurs, par exemple dans la restauration, ou de machines. Vous pouvez être aussi hors des zones inondées, mais avoir le courant coupé. J'espère qu'on m'entend toujours. Alors, les grosses pistes pour les bâtiments, si on réserve par étage, déjà profiter des étages qui ne sont pas inondables, donc à partir du premier ou du deuxième étage, pour essayer déjà d'anticiper, de prévoir des zones de repli, où on pourra, lorsqu'on va annoncer une crue, déplacer le matériel important. Dans le rez-de-chaussée, une approche, ça peut être d'éviter l'infiltration de l'eau. On peut mettre des bâtards d'eau, placer des grilles anti-intrusion, des clapets anti-retour sur le réseau d'assainissement. Mais sachant que si vous avez une crue longue, ça peut être assez contre-productif en fait, d'éviter l'infiltration dans les rez-de-chaussée, parce que la pression engendrée par l'eau, si elle dure très longtemps, risque d'endommager les fondations. Donc ça peut être aussi préférable d'en fait mettre tout ce qui est important dans les étages et d'aménager le rez-de-chaussée si vous êtes très proche d'un fleuve, faire en sorte que si jamais l'eau doit s'infiltrer, ce ne soit pas la fin du monde et puis qu'on puisse vivre avec. À long terme, sur certains bâtiments, c'est la solution à privilégier, sinon vous risquez d'endommager vraiment les fondations de votre bâtiment. Et puis en rez-de-chaussée, donc là, on va pour faire face aux remontées de nappes, si vous êtes très sujet, on peut installer des pompes pour vider la cave lorsque ça se provoque. Et puis globalement, la consigne en rez-de-chaussée, c'est si vous êtes vulnérable, ne pas entreposer du matériel sensible, d'autant plus que les remontées de nappes, des fois, peuvent surprendre, ça peut survenir quelques jours après la crue.
Et aussi, notamment les réseaux électriques, rehausser tous les réseaux électriques, faire en sorte que les générateurs ne soient pas dans des zones où ils risquent d'être sous l'eau. Et pour finir un petit peu plus rapidement, mais la question de la sécheresse et du reflet gonflement des argiles, qui elle aussi en Ile-de-France est une des conséquences qui pourrait coûter assez cher dans le secteur du bâtiment. Donc, si on repart un peu des inondations, comme je vous l'ai dit, en été, on s'attend plutôt à une baisse, même si les tendances ne sont pas très claires. Et des épisodes pluvieux qui seront aussi des périodes de sécheresse qui seront plus longues. Mais en fait, il faut aller au-delà de cette sécheresse-là, qui est le nombre de jours où il ne pleut pas, qu'on appelle la sécheresse météorologique. On a aussi la sécheresse hydrologique, où là, on va regarder le niveau de l'eau des nappes, le niveau de l'eau des fleuves. Et la sécheresse agricole, là, on s'intéresse à la sécheresse des sols. Et c'est ça qui va nous intéresser lorsqu'on parle de retrait gonflement des argiles. Et ça va pas seulement dépendre de la pluviométrie, ça dépend aussi de la vitesse de l'air, ça va dépendre beaucoup de la température. Et c'est d'ailleurs l'augmentation de la température l'été qui va expliquer le plus l'assèchement des sols en Ile-de-France. Et là, on voit sur cette carte voilà, de tirée de BTO France qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est plutôt épargné en Ile-de-France par rapport à d'autres régions de France sur les sécheresses. Par contre, si on se place pendant la deuxième partie du siècle, ici c'est centré sur 2055, on commence à avoir des sols très, voire extrêmement secs pendant l'été. Et donc c'est un sujet qu'on a tendance à oublier un petit peu, mais auquel on va devoir s'intéresser fortement dans les années à venir. Et une des conséquences, qui est déjà un phénomène qu'on voit déjà en Ile-de-France et qui est très prégnant au sud de la France, c'est le retrait gonflement des argiles. Très prégnant en Ile-de-France parce qu'on a beaucoup de sols argileux en Ile-de-France. Et en fait, l'argile, lorsqu'il faut l'humidifier, il va se gonfler. Par contre, lorsqu'il s'assèche, il va se rétracter. Et ces mouvements de terrain, notamment pour les maisons individuelles, ça touche un petit peu moins les immeubles, mais les maisons individuelles, on constate des craquelures liées à ces mouvements de terrain. Donc, en Ile-de-France, on a plutôt un climat relativement humide. C'est sous les périodes de sécheresse, pendant les périodes de sécheresse, qu'on va observer ces craquelures. Et avec le changement climatique, avec des pluies plus intenses, mais aussi des périodes de sécheresse plus intenses, ça va accentuer ces cycles de séchage-humidification. Et si vous avez un bâti, surtout où vous allez avoir par exemple un arbre à côté, ou comme je l'ai dit, qui sont des maisons individuelles, si les fondations sont un petit peu fragiles, ça va renforcer cette vulnérabilité au retrait gonflement des argiles. Vous avez une carte qui est trouvable sur le site du BRGM qui montre un petit peu les zones les plus vulnérables. Et en Ile-de-France, on voit qu'on est très exposé. En rouge, vous avez l'exposition forte et en orange, l'exposition moyenne. Et en fait, vous avez plus de 80% du territoire qui est exposé, au moins à niveau moyen, au risque de retrait gonflement des argiles. Donc ça concerne 350 000 maisons individuelles. Et c'est assez important aujourd'hui pour les assurances. C'est partie des plus gros coûts, même au niveau national, pour les assureurs. On parle de 77 millions de pertes annuelles moyennes entre 1995 et 2016. Et avec une augmentation à la hausse, il y a une étude qui prévoit pour 2050 qu'on monterait à 138 millions pour l'Île-de-France et les sources de l'Institut Paris-Région. À nouveau, alors globalement, sans rentrer dans tous les détails, mais deux leviers importants. Le premier, ça va être limiter ces variations de l'humidité du sol. Ça passe par éviter d'avoir de la végétation qui va énormément pomper de l'eau pendant qu'il fait sec, en particulier les arbres. On évite d'avoir un arbre à 1 mètre de sa maison si on est en zone argileuse. Éviter aussi pour les fuites, par exemple des réseaux qui pourraient, elles augmenter l'humidité du sol. On peut aussi mettre des membranes géotextiles pour limiter l'évaporation des sols ou au contraire pour limiter l'infiltration de l'eau dans le sol. L'autre levier, ça va être de renforcer les bâtiments par des chaînages notamment en rigidifiant. Et puis, lorsqu'on a des nouvelles constructions dans une zone sensible au RGA, important aussi de prendre cela en compte. À noter qu'il y a Cerema qui est en train de développer une solution dont le principe en fait est de récupérer de l'eau quand il pleut et que les sols sont humides pour la réinjecter dans les sols lorsqu'ils sont secs, qui permet du coup d'éviter ces grosses différences d'humidité répétées. Donc vous pouvez vous rendre sur le site du Cerema, le projet s'appelle MAC, qui pourra en savoir plus, mais on a aussi piloté avec une sonde qui en temps réel est capable de calculer l'humidité, le taux d'humidité des sols, et en conséquence, du coup, avec ce système de récupération de l'eau de l'eau de pluie, d'ajuster ce taux d'humidité et éviter le risque de retrait gonflement des argiles. Merci beaucoup, Marin. Donc, pour rappel,
vous avez accès, si vous le souhaitez, sur le site d'Ecopolis au replay du coup, de nos 3 petits déjeuners techniques qui permettent d'aller un peu plus loin dans l'explication et notamment aussi d'avoir des retours d'experts et d'expertes avec des présentations de retours d'expérience et d'opérations. Donc n'hésitez pas à aller les visionner après coup. Et vous aurez aussi accès du coup si tu peux passer à la suivante, aux ressources complémentaires en fait, qui sont mentionnées dans chacun des petits déjeuners techniques pour approfondir le sujet. Donc, comme on n'a pas fait venir du coup nos 3 intervenantes qui présentaient des retours d'expérience, on va aujourd'hui plutôt vous présenter les solutions d'adaptation qui sont portées au travers des démarches bâtiments et quartiers durables franciliens. Donc, avant de rentrer dans la présentation de quelques opérations et des solutions qu'elles ont mis en place, je voulais juste vous dire 2 mots sur les démarches. Donc, c'est des outils d'accompagnement qui sont proposés par Ecopolis. L'objectif de ces démarches, c'est de donner les moyens aux équipes projets de concevoir un projet qui est le plus exemplaire au regard de ses contraintes, projet d'aménagement ou de bâtiment. Et donc pour ça, on a 2 outils. Le premier, c'est une grille d'évaluation qui comprend à peu près 300 critères. Et donc ça permet d'évaluer son opération et de voir où est-ce qu'on se situe, quels sont les sujets qu'on peut aller chercher, auxquels on n'avait pas forcément pensé ou être challengé. Et puis le deuxième outil, c'est des commissions d'évaluation publique. Donc ça, c'est des événements qui sont d'ailleurs accessibles à toutes et tous sur inscription, où vous pouvez venir voir en fait des équipes projets qui présentent leur opération et qui vont avoir un retour de membres de commission qui sont donc des pairs, c'est-à-dire qu'on a 6 à 8 personnes qui sont des maîtres d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises, et qui vont évaluer l'opération pour lui donner des points complémentaires. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir une critique de son projet, critique qui peut être positive, négative, mais aussi l'idée c'est d'aller chercher des pistes d'amélioration, de partager des retours d'expérience, des conseils. Donc la démarche, elle traite 7 à 8 thématiques de l'environnement, donc c'est là-dedans que sont rassemblés les 300 critères, et donc ça permet d'avoir une démarche environnementale exhaustive. Une fois qu'on a fait donc l'évaluation du projet au sein de la grille et qu'on est passé en commission d'évaluation, ça nous donne un nombre de points qui nous permet d'avoir un niveau de reconnaissance. Donc il y en a 4, cap, bronze, argent et or. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette évaluation, en fait, ce niveau de reconnaissance, il est remis en cause à chaque étape du projet. Donc vous allez avoir une évaluation en conception, en réalisation, mais aussi en exploitation, 2 années après la livraison du bâtiment. Et donc pour chaque niveau de reconnaissance, il y a des critères qui sont obligatoires, c'est-à-dire que donc c'est ce qu'on appelle des prérequis. C'est-à-dire que si vous avez le nombre de points suffisant pour obtenir le niveau de reconnaissance, mais que vous n'avez pas les prérequis, vous n'aurez pas le niveau de reconnaissance. Et donc l'idée, c'est de vous montrer comment Ecopolis se positionne sur le sujet donc, du risque chaleur et du risque inondation. Nous, on traite un petit peu moins du retrait-gonflement des argiles, parce que comme l'a dit Marin, c'est beaucoup. Le profil de bâtiment qui est concerné, c'est beaucoup les maisons individuelles ou les bâtiments qui n'ont pas d'étage. Nous, on est sur des opérations qui ont une plus grande envergure, donc on est moins concernés, donc je ne traiterai pas ce sujet-là. Donc, à l'écran, vous pouvez voir les prérequis du risque chaleur, donc avec en partie haute, les prérequis liés aux niveaux les plus bas, donc cap, bronze, et puis plus vous descendez, plus on va chercher des niveaux exigeants. Et donc, nous, ce qu'on cherche à promouvoir comme principe, mais c'est aussi ce qu'a dit Marin en introduction, c'est que dans la gestion du confort d'été, il faut éviter au maximum le recours à la climatisation. Donc, on va avoir des prérequis qui, assez vite, encouragent en fait, à aller plutôt, aux équipes projets à se tourner plutôt vers des systèmes sobres, low-tech, passifs. Et donc, c'est pour ça qu'on a, par exemple, des prérequis qui vont inciter à des dispositions qui vont lutter contre l'îlot de chaleur urbain, ou alors des choses plus précises comme l'installation de protection solaire extérieure qui permettent la ventilation naturelle en position fermée, ou aller jusqu'à une zone d'inconfort limitée à 30 heures par an sur la base du diagramme de Givoni. Le diagramme de Givoni, c'est un modèle en fait, de simulation de calcul qui permet d'intégrer notamment le mouvement d'air et donc la ventilation naturelle. Donc, je vais vous présenter 2 exemples d'opérations qui sont donc en démarche bâtiment durable francilien. C'est 2 opérations qui visent un niveau assez exigeant, qui visent le niveau or. Donc,
reviens à celle d'avant. Donc la première, c'est la médiathèque et maison des réfugiés James Baldwin, qui est dans le 19e arrondissement, vers la place des Fêtes, et qui vient tout juste d'être livrée, que vous pouvez aller visiter. C'est une opération qui est portée par la ville de Paris, et côté maîtrise d'œuvre, c'est notamment l'agence de Philippe Madec et associés et Tribu, un bureau d'études qui se sont chargés de la conception du projet. Donc on est à la base sur un bâtiment daté des années 70, construit dans les années 70 en béton. Et donc l'équipe a mis en place une stratégie qui est vraiment en lien avec ce que vous avez présenté Marin juste avant, c'est-à-dire qu'ils sont venus isoler le bâtiment par l'extérieur avec un isolant fibre de bois et en verre cellulaire sur le toit. Ils ont systématiquement mis en place des protections solaires extérieures de type brise-soleil à lamelles orientables, ce qui permet en fait, quand la protection solaire est baissée, de quand même permettre d'assurer une ventilation naturelle et d'avoir une vue sur l'extérieur. Le bâtiment, du coup, est traversant, ce qui permet de faire une ventilation naturelle traversante. Et donc, si tu passes sur la slide d'après, on voit qu'en fait, dans les menuiseries, ont été mis en place un ouvrant latéral protégé. Donc, c'est-à-dire que si on ouvre cette partie-là, en fait, il y a une sorte de volet persienné fixe qui permet en fait de protéger notamment des intrusions et à la fois des personnes et des insectes, et donc notamment de faire du free cooling la nuit. Et sur le schéma d'avance, tu peux revenir à la slide, on voit donc sur la coupe de principe à gauche qu'il y a eu aussi une forte végétalisation du projet, donc à la fois sur les toitures, mais aussi sur le cœur d'îlot et sur les abords. Ensuite, deuxième projet, c'est une école maternelle. Donc là, on est sur un bâtiment daté des années 60 en R+1, en béton, pareil. Et donc, c'est un projet qui est porté par la ville de Rosny-sous-Bois et notamment par une maîtrise d'œuvre interne qui est au sein de la direction recherche et innovation. Et donc, on a sur ce projet une façade rapportée autoportante en ossature bois et en isolation paille de Kernza, et verre cellulaire pour le toit. Là aussi, il y a eu le souhait de mettre en place de la ventilation naturelle. Et donc là, vous le voyez avec un dispositif de cheminée qui permet en fait de faire du tirage thermique et donc d'assurer à la fois les débits hygiéniques de renouvellement d'air, mais aussi d'assurer de la ventilation naturelle pour le confort d'été. Et si tu passes à la slide d'après, on le voit, donc le projet est encore en chantier. On voit sur la photo de droite les cheminées de ventilation naturelle en construction. Et sur la gauche, du coup, on voit les gaines de ventilation naturelle double flux et l'installation aussi de brasseurs d'air qui permettent d'améliorer le confort dans les salles de classe. Ensuite, slide d'après, on va passer au risque inondation. Alors, en l'occurrence, là, c'est plutôt, on l'aborde plutôt sur le sujet d'inondation par ruissellement. Et donc, les deux projets que je vais vous présenter ne sont pas en zone inondable par débordement de cours d'eau. Donc là, comme parti pris Ecopolis, donc on rejoint aussi ce qu'a dit Marin en introduction. En fait, l'idée, ça va être d'encourager les équipes projets à gérer les eaux pluviales au plus près du point de chute pour éviter justement de saturer les réseaux d'assainissement. Donc, on va encourager les équipes à mettre en place des solutions de stockage et de réutilisation d'eau de pluie, mais aussi au maximum de gérer les pluies courantes par abattement à la parcelle, voire même les pluies décennales ou les pluies cinquantennales. Donc, je vais vous présenter deux projets de rénovation qui abattent les pluies courantes à la parcelle, malgré parfois des contextes assez contraints. Donc, le premier projet, c'est la crèche parentale des Bains-Douches Jolimôme à Pantin, donc projet porté par la collectivité. On a donc une rénovation d'un bâti qui date du début du XXe siècle à valeur patrimoniale, donc contexte un peu contraint, mais aussi la création d'extensions. Et donc là, sur le sujet eau, l'équipe projet a essayé de perméabiliser et de créer des surfaces qui permettent d'abattre les eaux pluviales au maximum. Donc vous avez l'ensemble des toitures, des extensions qui sont végétalisées. Toutes les pieds de muret et les pieds de façade aveugles ont été végétalisés, ainsi que les cheminements, si tu peux passer à la slide d'après. On le voit en fait avec des pavés enherbés ou des pavés drainants. Il y a aussi une récupération des eaux pluviales qui a été intégrée. Et donc, sur la dernière slide, dernier projet que vous connaissez peut-être plutôt sur le volet économie circulaire, c'est la maison de l'économie sociale et solidaire à Paris 19e, la maison des canaux, portée par la ville de Paris, et la maîtrise d'œuvre, c'est Grand 8 Architecture.
Donc là, on est sur un contexte assez contraint parce que c'est un bâtiment classé datant de la fin du 19e siècle avec aucune possibilité de perméabiliser les abords du bâtiment ou de végétaliser le bâtiment. Donc en fait, l'équipe projet a eu l'idée en fait de créer une surface de collecte des eaux pluviales via une cuve souple sous la terrasse du bâtiment et donc d'intégrer cette logique à l'intérieur du bâti. Et donc pour finir, si tu passes à la slide après, l'idée c'est de vous encourager finalement à venir voir nos revues de projet lors des commissions publiques bâtiments durables et quartiers durables franciliens. Ce sera l'occasion justement d'avoir plus de précision sur les opérations, à la fois sur ces sujets mais sur tout le spectre de l'environnement. Notre prochaine commission a lieu le 16 septembre au CIE de Paris, donc c'est vers Gare de l'Est. Vous pouvez vous y inscrire si vous voulez, c'est encore possible. Et donc, on voulait vous partager quelques ressources pour aller plus loin et quelques événements. Donc, je crois que le premier, c'est un événement de l'APC. Donc, Marin, je te redonne la parole. Oui, comme je l'ai dit, donc sur le site Adaptaville, donc adaptaville.fr, vous avez beaucoup de ressources, notamment des fiches solutions sur les bâtiments, que ce soit, alors on n'a pas de RGA pour l'instant, mais que ce soit récupération de l'eau, végétalisation des bâtiments, rafraîchissement adiabatique, peinture blanche aussi en toiture. Avec à chaque fois des contacts, des retours d'expérience, les coûts aussi qui sont précisés, que ce soit d'installation ou d'entretien. Donc un petit peu toutes les informations pratiques pour pouvoir les répliquer. Pareil, du coup, sur le site d'ecopolis.fr, vous pouvez retrouver des fiches opérations, donc notamment les opérations que je vous ai présentées aujourd'hui, où vous pouvez avoir plus de détails sur le projet et sur les pratiques qui ont été mises en œuvre. Ensuite, on voulait vous partager 2 événements. Donc, vas-y. Voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais les rencontres Adaptaville, donc le 14 octobre 2024 au pavillon de l'Arsenal. On a 2 heures de plénière, de table ronde, comme je l'ai dit, dont une sur le rafraîchissement passif des bâtiments. Et ensuite, on a un forum des solutions pendant la deuxième partie, où vous pouvez aller trouver pas mal de porteurs de solutions pour aller découvrir ce qu'ils proposent. Aussi parler avec différents institutionnels, notamment qui ont notamment présenté leurs aides financières. Donc que ce soit pour faire des rencontres ou découvrir des projets, c'est un événement assez important pour l'adaptation au changement climatique sur la ville dense. Et enfin, un dernier événement, Ecopolis, donc le 14 novembre, à l'Académie du Climat, on organise la 6e journée francilienne de urbanisme et santé. Et donc le thème de cette année, c'est l'adaptation au changement climatique et la santé en ville. Donc si le sujet vous intéresse, on vous invite à vous inscrire. Donc, merci de votre attention. On a maintenant 5 bonnes minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas, la parole est à vous. Je crois qu'un micro circulera dans les rangs si jamais. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Alors, vous nous avez dit, comme mesure préventive contre le... Près du micro. Comme mesure préventive vis-à-vis du retrait gonflement des argiles, il faudrait éviter la végétation, d'une part, et d'autre part, comme mesure contre les îlots de chaleur, et pour rendre les sols infiltrants, il faudrait végétaliser les alentours des bâtiments. Du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des mesures particulières à faire vis-à-vis de ces végétaux pour combiner ces 2 prescriptions? Oui, c'est une très bonne question. Alors, déjà, toute la végétation ne va pas avoir la même influence sur l'humidité du sol. Globalement, la contre-indication, c'est vraiment les arbres, parce qu'un arbre, ça va pomper énormément d'eau dans le sol quand il a besoin, et donc ça va amplifier les périodes de sécheresse des sols. C'est pas forcément le cas de toute la végétation. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pas désimperméabiliser dès lors qu'on a de l'argile. C'est vraiment concentré sur l'arbre. Et puis il y a le type de projet du CEREMA aussi qui permet de récupérer de l'eau pour abreuver le sol. C'est aussi un des moyens de concilier un petit peu ces 2 objectifs qui peuvent en effet paraître des fois contradictoires sur on veut désimperméabiliser pour infiltrer l'eau dans le sol tout en protégeant les sols vulnérables à l'argile. La première chose, c'est vraiment les arbres autour d'une maison, mais ce n'est pas forcément contre-indiqué. On n'est pas obligé de bétonner tous les alentours d'une maison pour éviter le RGA. Et puis, comme j'ai dit aussi,
Ce qui a provoqué les craquements en Île-de-France, c'est principalement les sécheresses. C'est pas suite à une forte pluie que vous allez avoir les gros mouvements de terrain. C'est vraiment lorsque vous allez avoir un sol extrêmement sec. Et en fait, désimperméabiliser, ça permet au contraire d'ajouter plus d'eau dans le sol, donc ça va pas vraiment les assécher. C'est vraiment les racines le problème qui vont les assécher. Et du coup, voilà, c'est pas forcément contradictoire. On désimperméabilise pour infiltrer de l'eau dans le sol, ça va pas forcément le rendre plus vulnérable au retrait-gonflement des argiles. Après, c'est aussi une étude au cas par cas. Il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés, qui travaillent avec les assurances, pour vous dire vraiment sur votre bâtiment, avec tel sol, parce qu'on a aussi différents argiles différents. Je ne suis pas un expert de la question, mais il faut aussi aller regarder le petit déjeuner technique où il y avait une personne qui travaillait dans un bureau d'études qui donnera plus de détails là-dessus. Mais important quand même de regarder la vulnérabilité du bâtiment, la sensibilité du sol, pour savoir vraiment dans quelle mesure on peut végétaliser et si oui, avec quoi. Moi, c'est pour répondre à la jeune femme qui a posé la question, parce que nous, on est des assureurs. Et donc, la problématique, il faut parfois enlever des arbres, et ce n'est pas toujours très bien perçu, et je comprends. En fait, il y a plusieurs types d'arbres, et je rebondis, effectivement. Le problème, c'est les racines. Il y a des arbres qui pompent plus ou moins d'eau, et puis il y a des arbres dont les racines se propagent plus ou moins. Donc déjà, il y a des classifications dans les arbres. Donc on peut choisir l'arbre qu'on met près de sa maison ou pas. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent à tout prix sauver leurs arbres, il y a ce qu'on appelle aussi des écrans antiracinaires qui détournent la trajectoire des racines et qui, au lieu de les envoyer vers la maison, les renvoient de l'autre côté. Mais ça coûte extrêmement cher. Mais en tout cas, il y a des possibilités d'avoir de la végétation. Il faut bien choisir laquelle et il faut choisir la distance aussi. Voilà. Okay, merci. Moi, j'aurais deux questions. Donc, la première question, je voudrais savoir, est-ce que le système du CEREMA, pour irriguer les sols est déjà divulgué ou pas encore? Et la deuxième question, c'est par rapport à ce que vient de dire l'assureur. Donc, vous avez parlé pas mal de toitures végétalisées. Et a priori, visiblement, les assureurs n'aiment pas trop les toitures végétalisées à cause des systèmes d'infiltration. Voilà, c'est ma deuxième question. Je vous laisserai répondre, elle fait non de la main. Je vous laisserai répondre. Sur le CEREMA, oui, l'expérimentation, elle s'est finie, je crois, en 2021. Donc sur leur site, on peut avoir le résultat des études. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de commercialisation. Donc ça se rapproche du CEREMA directement pour savoir un peu quelle est la portée opérationnelle. Par contre, la phase d'étude, la première phase d'étude en tout cas, c'est terminé. Donc on a déjà quelques retours dessus. Après, c'est vrai que j'ai pas vu énormément de communication dessus. Donc ce serait aussi intéressant d'aller se renseigner. Mais en tout cas, on n'est pas à la phase pour l'instant de déploiement en grande échelle encore. Alors pour CEREMA, j'ai la réponse aussi. Pour CEREMA, parce qu'ils ont toqué aussi à la porte des assureurs pour dire plutôt que de payer des solutions coûteuses, mettre des micro-pieux dans nos maisons, on pourrait éviter la sécheresse. Donc CEREMA, pour l'instant, ils ont une maison test. Mais il y a actuellement, si ça vous intéresse, un projet avec CEREMA, l'ADEME, la Fédération des assureurs, un projet qui s'appelle Initiative Sécheresse, et on cherche des alternatives au mode de réparation de la sécheresse et prévenir la sécheresse. Et CEREMA fait partie des choses pour essayer justement d'industrialiser cette méthode. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une maison test. Il n'y en a qu'une. Mais c'est où? C'est du côté de Blois ou Bourges, je ne sais plus. De Reims, oui, voilà, je ne savais plus. Mais c'est un projet très intéressant. Et sinon, pour les toitures végétalisées, le problème, c'est juste qu'il faut, et là je m'adresse à mes amis du bâtiment, c'est pas qu'on est contre, c'est juste qu'on n'aime pas quand ça désolidarise les toitures et que ça provoque des dégâts des eaux. Mais sinon, c'est tout. Mais là, il faut plus se tourner vers... on est ici, vers les professionnels du bâtiment pour tout rendre compatible, mais en soi, on est pour, évidemment. Et vous avez un article aussi sur le site de l'Agence parisienne du climat, écrit par une collègue sur un article technique sur la végétation des toitures.
Et quand c'est bien fait, ça peut au contraire allonger la durée de vie de la toiture en la protégeant. Attention par contre, à bien la faire, à bien l'étanchéifier pour éviter les risques. Mais quand c'est bien fait, c'est plutôt bénéfique. Pas de dernière question? Dans ces cas-là, je pense qu'on peut clôturer la conférence. Merci beaucoup. Merci.